Bonjour membres de la communauté du salon, amis de guise, et oui, sujet de notre bon roi souverain Zinzin, bienvenue dans mon salon pour cette nouvelle vidéo, oui, assez particulière, je vous dirais. Mes amis qui auraient dit un jour que deux des plus grandes téléséries de la francophonie distancées par un océan espacé de quelques années, traitant de deux sujets complètement différents, et ce, dans deux diégèses opposés, pourraient avoir autant de liens ensemble. Et pour ça, mes amis, eh bien, il faut un fan des deux séries qui les a visionnées assez de fois pour voir, au fil du temps, plusieurs points de ressemblance, autant avec les personnages, que les procédés humoristiques et stylistiques, que les petits détails parsemés ici et là au travers des épisodes. Et dans ce cas-ci, ce fan, ce n'est pas lui. C'est moi. J'ai pour mon dire, et je l'ai déjà dit à M. Claude Legault, eh bien que je paierais personnellement très cher pour voir ce que pourrait donner une rencontre entre ces trois créateurs, M. Alexandre Astier, M. Pierre-Yves Bernard et M. Claude Legault. D'après moi, une petite rencontre fortuite de quelques heures pourrait donner quelque chose d'assez agréable à entendre. Et soit dit en passant, une des choses que je suis sûr dans la vie, c'est qu'un des deux créateurs de Dans une galaxie près de chez vous, c'est-à-dire M. Claude Legault, est un fan fini de Kaamelott. J'ose espérer qu'il va aimer ma vidéo! Or donc, cette vidéo, mes amis, est faite pour unifier nos deux contrées dans la création via, oui, deux séries phares qui ont vu leurs fans bâtir un empire de respect, d'amour envers leur série, ainsi que les créateurs de celle-ci. Alors, gens anoblis ou non par notre cire, amis de guise ou tout simplement fans de Claude Legault, depuis le temps que j'en parle sur la chaîne, ça a pris du temps, c'est beaucoup de recherche, mais oui, mes amis, vous y êtes. On embarque dans Kaamelott versus Dans une galaxie près de chez vous. Ouais, c'est pas faux. Dans mon salon, 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 dans mon Cependant, avant de commencer notre parallèle artistique entre les deux séries, il est bon de présenter l'une et l'autre de celles-ci aux gens qui ne les connaissent pas, et qui sont visiblement bicurieux. Et si vous connaissez parfaitement les deux œuvres, eh bien, chapeau, vous êtes clairement le public cible et vous pouvez donc passer les petits résumés des œuvres qui vont suivre. Vous pouvez aller à ce timeline ou au prochain chapitre de la vidéo, voilà. En premier lieu, Kaamelott. Eh bien, Kaamelott est une série télévisée française humoristique et dramatique de fantasy historique créée par Alexandre Astier et diffusée entre le 3 janvier 2005 et le 31 octobre 2009 sur M6. Elle suivra l'énorme succès qu'a été Caméra Café et qui sera adapté plus tard au Québec. Caméra Café. Pas Kaamelott. Kaamelott, on l'a reçu tel quel. Caméra Café, on l'a adapté. Donc Patrick, le nouveau chauffeur qui va remplacer André, donc. Au travail. Patrick, Jean-Guy Lecointre. C'est Patrick, le nouveau chauffeur qui va remplacer André. Patrick, je te présente Normand Dugas. Va te faire enculer depuis la gueule, espèce de grosse tâche! Et ceci m'amène à une petite aparté. Une chance que nous, Québécois, on n'a comme pas tombé dans la fameuse marmite si dégueulasse et boiteuse de la fameuse traduction, ou pire, de refaire Kaamelott version québécoise à cause de l'accent. Voilà, une chance qu'on n'a pas eu ça, et je crois malheureusement que la petite graine a germé dans certains esprits. J'ai lu ça sur Internet à travers les légendes urbaines, voilà. Mais une chance que ça s'est pas fait. Ça s'est arrêté boiteux. Une maudite chance. Non mais une maudite chance. La série s'inspire de la légende arthurienne et apporte une vision décalée, moderne et absurde de la légende. Nous y retrouvons un roi Arthur qui peine à être à la hauteur de la tâche que les dieux lui ont confiée, malgré toute la bonne volonté. Entouré de chevaliers de la table ronde passablement, voire totalement incompétents, il sera entre autres confronté à la chute de l'Empire romain, aux incessantes incursions barbares, le pays à gérer, les paysans à endurer, une reine qui peut pas sentir, une famille dysfonctionnelle, une dame du lac limite nunuche, des dieux qui s'accordent pas, et par-dessus tout ça, il doit encore et toujours trouver le Graal. Pendant plus de 10 ans, les fans de Kaamelott vont attendre le premier film de Kaamelott, qui est sorti en pleine pandémie. Ouais, tu sais... Voilà.
Et comment nous a-t-il fait patienter, mes amis? Avec une merveilleuse série de bandes dessinées produite entre 2006 et 2023 comptant, 10 tomes à vous mettre sous les palettes, sous les dents. Il est à savoir que Kaamelott est une institution en France. Cette série a rallié énormément de gens, de fans, de crinqués du ciboulot et qui ont immédiatement adopté le ton et les personnages d'Astier. Et cette série a défoncé les frontières pour aller se percher un peu partout dans la francophonie, dont ici au Québec. Et oui, il y a une très belle communauté de fans de Kaamelott et on a un petit groupe sur Facebook, Kaamelott Québec, donc venez nous rejoindre, on s'amuse. Pour ce qui est de Dans une galaxie près de chez vous maintenant. Dans une galaxie près de chez vous, abrégé DOG ou DUGPDCV ou Dans une galaxie, est une série télévisée de science-fiction à tendance humoristique écologique québécoise en 65 épisodes, écrite par Claude Legault et Pierre-Yves Bernard. Elle sera diffusée entre le 25 janvier 1999 et le 25 novembre 2001 à Canal Famille, qui deviendra plus tard VRAC TV. Elle est plus tard rediffusée sur Uni ainsi que sur TV5 Uni, qui la rendra disponible en France vers 2017. Et sérieux, c'était comme le temps, là. C'était le temps. Cette série raconte la quête de l'équipage du vaisseau spatial canadien Romano Fafard en 2034. Ces derniers sont à la recherche d'une nouvelle planète afin d'accueillir l'humanité, surnommée les Tata, l'actuelle Terre devenant invivable à cause de la pollution. Entre 2001 et 2025, nous avons eu le droit à 2 films, un en 2004 et l'autre en 2008. Les 2 films, bien que rattachés à la série, ne font pas partie du canon de la série. Et tout comme Kaamelott pour l'année 2025 et l'année 2026, d'après ce que je comprends, parce que le prochain film devrait être en 2 volets, donc volet 2.1, volet 2.2, en tout cas bref. Et la sortie d'un 3e film est quasiment imminente, là. On le sait, le scénario avance très bien, voire qu'il se pourrait que le moment que je vous parle, il est peut-être même fini déjà. Donc on s'aligne probablement pour un film sorti 2026-2027, si tout va bien. Conçue comme une émission jeunesse, la série se retrouvera très vite avec de nombreux adeptes adultes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à la base de l'émission, eh bien, cette émission était conçue pour les adultes. Voilà. Suivi par un très large bassin du public québécois, elle est considérée comme une série culte qui aura le droit à une série documentaire produite par Crave, et son fandom est à la fois intense et incroyable. Et pour les gens qui n'étaient point au courant, eh bien oui, j'ai fait une série de vidéos qui analyse complètement la série Dans une galaxie près de chez vous sous 3 bannières, c'est-à-dire les incohérences, les références ainsi que les anecdotes. Donc si vous êtes curieux de la culture québécoise ou bien si vous voulez revisiter la série d'une façon différente, cette série de vidéos est parfaite. Pour vous. Pas parfaite en tant que telle, mais parfaite pour vous. Enfin bref, trêve de tergiversation et de locasserie omnibulante, mes amis. Oui, plongeons dans le vif du sujet. Le capitaine Charles Patnaud, dit Sonia Champoux, versus Arthur le roi de Bretagne, mi-ours, mi-sanglier. Le capitaine Patnaud ainsi que notre bon roi sont des personnes intègres, à cheval sur leurs principes. Ce sont des personnes d'entraide, ce sont des personnes d'amour, ce sont des personnes qui aiment énormément et malheureusement au détriment de leur couple parfois. Parlant de couple, les deux ont une conception à la fois très éloignée l'une de l'autre, mais aussi très proche. C'est-à-dire que l'on apprend bien plus tard qu'Arthur a promis à sa première femme de ne pas consommer l'amour avec Guenièvre. Des maîtresses, tu peux en avoir tant que tu veux, ça m'est égal. Mais s'il y a un mariage, je veux que tu me promettes de ne jamais le consommer. Jamais le consommer? Tu coucheras pas avec ta femme? Promesse qu'il gardera un peu trop longtemps, sans trop qu'on sache sa réelle motivation derrière tout ceci. Tandis que le capitaine se doit de résister sentimentalement, mentalement et physiquement selon son poste, mais ayant trouvé l'amour de sa vie, il refuse de laisser passer ce bonheur jusqu'à jouer un manège administratif afin d'abolir cette loi un peu stupide. L'article 147 m'oblige à démissionner. Ça nous amène donc au suivant dans la hiérarchie, Flavien. Et je vous annonce ma première décision. J'abolis l'article 147, car l'article 357 me permet de démissionner et de nommer un autre capitaine à ma place. Et j'ai choisi Charles Patnaud.
Notons que la plupart des chevaliers et que tous les membres de l'équipage, sauf Brad, sont prêts à risquer leur vie pour le roi et Dash'u, le capitaine, et que, ils ont une confiance aveugle en leur jugement et leurs décisions. Même si parfois, c'est un petit peu trop. On peut parler de Perceval qui souligne au roi que les chevaliers doivent se sacrifier pour le roi. Vous et moi, on tombe dans une embuscade. Il vaut mieux que ce soit vous qui restiez plutôt que moi. Si on tombe dans une embuscade, vous vous barrez en courant, c'est clair? C'est clair? Ok, comme vous voulez. Ou bien des stratégies étranges et pas tout le temps effectives que le roi peut mettre en place comme dans Le Refuge, où l'on comprend que la stratégie d'Arthur pour surprendre le chef Wisigoth n'a pas marché. Les Wisigoths, c'est des Germaniques. Oh oui, ça va. Vous êtes balèze en géographie. Mettons que ça compense la tactique. Parce que si on est là à se retrouver fait comme des rats, c'est quand même grâce à vos idées à la con. J'ai pas besoin de vos avis. Parce que votre tactique à vous, je la connais. On bouge pas d'un pouce, on attend qu'ils arrivent et puis on sort les catapultes. Exactement. Et de l'autre côté, nous avons Flavien, prêt à offrir 20 ans de sa vie pour faire vieillir le capitaine dans Up Tempo. Je vais partir avec le capitaine sur la planète. Quoi? Quoi? Il faut faire vieillir le capitaine de 26 ans. Quand je reviendrai, j'aurai 50 ans, c'est tout. Je vous ferai remarquer que je tiens un fusil dans mes mains et que je suis assez fou pour vous tirer dessus. Et tout ceci avec le fait que parfois, ils doivent remettre en doute quelques décisions qui s'avèrent dangereuses pour tous, comme dans Cui, où le Romano Fafard et les membres de l'équipage sont proches d'être transformés en spray. Mais on peut pas le dire. Mais oui, on peut, on est plus que lui. Il faut arrêter les capitaines. Bob, pensez-y. 118 millions de degrés. On va sortir du Romano Fafard en spray. Et les fans des deux séries ne semblent tout simplement pas avoir de séquelles mentales face à autant d'échecs, ce qui n'est clairement pas le cas du capitaine ou du roi. Non. Sonia Champoux et le sanglier de Cornouailles iront même jusqu'à la folie en essayant tant bien que mal de réussir leur putain de mission. Le capitaine étant épuisé mentalement pètera une solide coche. Pas parce qu'un gars se promène à moitié tout nu avec un chaudron sur la tête en criant des affaires qui ont pas d'allure. Criant des affaires qui ont pas d'allure. Bu, bu, bu. Que ça veut dire que c'est un fou. Jusqu'à accepter de disparaître totalement et de laisser l'équipage à eux-mêmes. Fuck it. Dans l'univers, il y a 2 milliards de planètes. On a autant de chances d'en trouver une qui fait l'affaire que de trouver quelque chose qui sent bon dans le stock d'éducation physique d'un élève de polyvalente. Tandis que Arthur, lui, suite à une série de mauvaises nouvelles, destructrices, ainsi que d'échecs, il ira jusqu'au suicide pour pouvoir enfin apaiser ses tourments et fuir ses responsabilités. Fuck it. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmélide, à Gaune, à Vannes, Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué. Alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Seulement voilà, tous les gens qui entourent le capitaine et Dash'u, le roi Arthur, sont possiblement incompétents. Voilà. Et ce qui résulte du fait qu'on va se poser la question si malheureusement leur mission ne se résultera pas soit par une victoire relative ou un cuisant échec. Ce fardeau des équipiers incompétents sera même l'un des vecteurs de leur dépression respective. Bien résolus à marquer les esprits et l'histoire par la réussite de leur mission impossible, ils vont donc par tous les moyens disponibles essayer de se frayer un chemin pour y arriver, comme en exemple, dans les deux cas, par l'intervention de Diseuse de Bonaventure. Ne touche pas à la femme du chevalier, Arthur. Les dieux le prendront comme un affront. Allons-nous un jour trouver une planète habitable pour loger les humains? Non. Allant donc parfois aux limites de leurs compétences et de leur patience, poussant la limite de ses coéquipiers, ils devront affronter aussi les déboires de leurs erreurs stratégiques. Et même dans les films, ils seront confrontés à leur plus grande peur, parfois plusieurs fois, et dans des situations totalement précaires, autant pour leur santé mentale que pour l'échec ou non de la mission ou de la recherche du Graal. C'est magique. Leur pire ennemi s'avéra en fait être leur propre chemin vécu et parfois s'avouer vaincu devant une bataille et la seule et unique façon, finalement, de gagner la guerre.
Flavien Bouchard versus Perceval de Galles. Ces deux personnages, Perceval et Flavien, sont des hommes d'honneur et ce sont des hommes intègres et ce sont des hommes loyaux. Oui. Et même que parfois, dans certaines situations et certains contextes, eh bien, ils le sont plus que le roi ou que le capitaine. Les deux étant dotés d'une loyauté extrême envers leur chef, eh bien, ils vont considérer chacune de ces décisions comme étant importante, comme étant la meilleure, comme étant parfaite. Et ce, même si parfois ça n'a aucun sens pour eux. Comme lorsque le capitaine demande à Flavien de pénétrer dans le Yuri 2, alors que celui-ci est terrorisé à l'idée de rencontrer un tueur à la raquette de tennis. Capitaine, avez-vous déjà vu le film d'horreur Massacre à coups de raquette de tennis? Non. Oh non, vous l'avez pas vu, certain. C'est l'histoire d'un équipage qui débarque sur une station orbitale abandonnée. Puis là, il y a un fou avec une raquette de tennis. Puis je vous jure que le fou, il a un méchant service. Ou bien lorsque Arthur demande à Perceval d'apporter un parchemin à lire. Parchemin qu'il oubliera 2 fois, car il ne comprend pas. Bon, mais il exécute du mieux qu'il peut les ordres, voilà. Passez-moi le parchemin, je vais lancer le sort. Vous êtes sûr? Vous allez pas le regretter? Allez, mais dépêchez-vous, passez-moi le parchemin, vite. Ah ouais, mais non, ça va pas. Quoi qui va pas? J'ai encore oublié la taverne. Les deux bras droits seront toujours derrière le capitaine ou Arthur. Et ce, même si c'est totalement de l'avis contraire de leur comparse. Ce qui va mener leur comparse à parfois les considérer comme chiens. Pensons au fait que Perceval se refuse d'essayer de retirer l'épée car il comprend que tous doivent attendre le retour du roi. Comme on va tenter de retirer Excalibur du rocher, je trouve pas mal de revoir les techniques de base du combat à l'épée. De quoi? Ou bien à Flavien, qui va défendre bien des fois la position anti-conquête par la force que le capitaine s'y en place depuis le début de la mission, et ce jusqu'aux dernières minutes du 2e film. Je refuse d'être à bord pendant les bombardements. Ils sont rendus où vos maudits principes, capitaine? Et on peut mentionner que Perceval et Flavien sont souvent pris au piège entre leur amour intègre et sincère envers leur mentor et leur envie de voler de leurs propres ailes ou du moins de prouver ce qu'ils sont capables, seuls, avec leurs propres décisions. Et je dois irrévocablement mentionner le fait que les deux personnages proviennent des cieux. Ce sont des enfants célestes. Flavien étant mi-homme, mi-E.T., son père étant un pseudo-scientifique accro au sexe interespèce. Pourquoi je vous haïs? Parce que c'est ton père! Quand il a visité la Terre, il a fréquenté une terrienne pendant un bout de temps. Eh bien, ça s'est passé il y a 23 ans. Et Perceval ayant été découvert au milieu d'un cercle de culture. Je vais essayer de faire court avec des mots bien choisis. Perceval n'est pas notre fils. C'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, ben, j'aurais pas mieux dit. Et une fois que tu y penses, eh bien, t'as comme pas le choix d'accepter le fait que ça y ressemble énormément, et je trouve ça magique. Nous devons aussi noter que l'histoire ressemble beaucoup à celle du personnage de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Et sans vouloir rajouter une couche, mes amis, eh bien, on ne sait toujours pas qui est le vrai père de Perceval. Par contre, on sait qui est le vrai père de Flavien. Ne se pourrait-il pas que le père de Flavien soit celui de Perceval? Tous les deux ont des pouvoirs. Ceux de Flavien sont clairement définis et deviennent de plus en plus puissants avec le temps. De plus, ceci nous est présenté petit à petit au fil des épisodes, donc on s'habitue. Tandis que ceux de Perceval sont un peu plus flous. Sa destinée est certes plus grande que celle d'Arthur, mais outre son rapport au nombre relativement complexe... Qu'est-ce qu'on va lui faire compter maintenant? Les pierres du château? 16 130. Hein? Pardon? Normalement, ça devrait faire 16 132. Mais il manque une pierre à la tour est et une autre qui s'est barrée sous une échauguette. C'est à sa capacité de retenir des informations et des explications compliquées. Tichette de 21, Michette, Chédec, Mick, Sgalada Barlan, Résiné et Retournelle. Ah ben voilà! Ces pouvoirs il y a, sont pour l'instant relativement inconnus. Ayant eu chacun des relations difficiles avec leur père, c'est-à-dire un étant complètement stupide et oppressant et l'autre complètement absent, eh bien c'est comme normal que chacun d'eux ont vu en le capitaine et le roi des pères de substitution. Et de ce que j'ai appris à travers le temps et l'espace, mes amis, eh bien c'est que le principe du père et du mentor n'est clairement pas anodin dans les récits, du moins pour 2 des 3 créateurs. Monsieur Legault ayant traité plusieurs fois de la relation père-fils dans ses œuvres, c'est-à-dire Dans une galaxie près de chez vous,
19-2, Minuit le soir, où est-ce que la situation est très présente à travers toute la série. Et bien, Monsieur Astier aussi développe cette idée hein, de la relation père-fils assez difficile avec, ben, Arthur avec le père absent, Arthur avec son père de substitution, hein, Léo Dagan hein, avec son fils, Léo Dagan avec son père aussi. On voit que c'est assez... voilà, donc... c'est très présent dans les deux œuvres. Enfin bref mes amis, oui, Flavien Bouchard ainsi que Perceval de Galles sont irrévocablement liés de par leur loyauté envers leur chef, leur amour envers leur chef et leur origine étrange. Oui. Bob Gaétan Dieudonné Marcelin versus Caradoc de Vannes. Caradoc et Bob sont irrévocablement des maîtres de la boostify, de la bouffe, des collations, du frichti, hein, de petits singes pour emporter, peu importe, hein, et même de la digestion, mes amis, ces deux hommes sont imbattables sur ce point. Les deux ont un horaire de repas et collations très poussé. Hein. Les deux ont inventé voire des repas de substitution. Moi? Ben oui, Bob. Tu manges 7 repas par jour. Puis t'es le seul gars que je connaisse qui est capable de différencier des chicken wings gauche des chicken wings droite. En indiscrétion, vous en avez combien des casse-dalles par jour? Par jour? 7. 7? Vous croyez pas qu'il y en a un peu plus, non? Celui-là, par exemple, c'est le combien pour aujourd'hui? Vous n'avez pas demandé ceux de la nuit, vous avez dit par jour. Par jour? Parce que 7, c'est juste pour la journée? Évidemment, avec ceux de la nuit, ça fait 11. Les deux ont des habitudes alimentaires étranges, comme les gommes fermentées de Bob. Mais ça sent bien mauvais! Ouais, c'est de la gomme smoke meat et rondelles d'oignon. Ça me donne pas une bonne haleine de bouche? Et ton haleine, on la voit. Ou bien les fromages vieillis sur lui-même de Caradoc. Mais est-ce que les autres, comme vous dites, dissimulent des moitiés de fromage sous leurs vêtements? Est-ce qu'ils se trimballent toute la journée avec des pâtés de campagne dans leurs poches ou des saucisses dans leurs bottines? C'est du manger, ça. Ça sent pas mauvais. Les deux sont des experts du goût, au point d'être quasi à contre-cœur de tout le monde, une référence imbattable en ce domaine, comme dans le cas de l'œuf tourné pas pété de Bob. Y a pas de doute. Ce sont des tournées pas pétées! Ou bien le principe de la cuisson du pain de Caradoc. Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La montée n'a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la mie. Donc? C'est de la merde. D'un côté, Bob s'empiffre par ordre alphabétique, alors qu'il sait à peine lire. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Des ananas, des amandes, puis des abricots. C'est tout? Ah, c'est pas si pire? Non, c'est tout pour la lettre A. Dans la lettre B, j'ai mangé des biscuits, 12 beignes, 14 brochettes au poulet, 12 brioches au caramel. Il s'empiffe par ordre alphabétique, Astor. Et puis de l'autre, on a Caradoc, qui a un horaire réglé au quart de tour avec les cuisiniers. Vous savez qu'il n'y a jamais un cuisinier là-dedans. Vous les laissez rentrer de temps en temps, les mecs qui sont censés bosser là? Non, mais on s'est fait notre planning avec les gars de sauce. Tout est organisé. Alors qu'il est incapable de comprendre des ordres ayant plus qu'une étape. Hein? Et malgré leur incompétence dans bien des domaines, eh bien, ce cher Bob et ce cher Caradoc vont très souvent faire débloquer des missions, faire avancer les causes, aider leurs compagnons sans même s'en apercevoir. Comme avec la grêle de calcium pour faire fondre le verglas sur le vaisseau. Ça ferait juste une pluie de météorites de calcium. Maudit que j'aimerais ça être brillant, puis avoir des idées, des fois, des solutions. Il les sauve de multiples fois de champs d'astéroïdes. 32 heures consécutives réveillées à piloter dans un champ d'astéroïdes. Ce doit être un record. Il les prévient, hein, du Jedi de l'ombre. J'ai souvenance. J'ai rêvé au Jedi. OK, au Jedi. Ou bien avec Caradoc dans la BD L'antre du basilic, où il ouvre le chemin pour ses camarades devant les dangers, tout en détournant et désamorçant plusieurs fois les pièges. Cependant, leur intelligence étant moindre, ils sont souvent victimes de colibets et de farces à leur égard sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils sont naïfs, voilà. Vous aurez une foule d'enfants qui auront sa beauté et votre intelligence. Ah ouais, ma vive intelligence. OK. C'est très important ce que vous faites. Ah bon? Oui. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Démontrant assez souvent des crises caractérielles et existentielles par le fait qu'ils sont frustrés d'une situation dont ils n'ont aucun contrôle, et très souvent c'est parce qu'ils ont faim, eh bien, ces deux personnages verront leur loyauté étant un peu chambranlée envers leur roi, leur capitaine, ainsi que leur mission. Pauvre Bob, pauvre Caradoc, ils ont faim.
Il est néanmoins très important de noter que Caradoc et Bob sont des hommes de cœur, sont des hommes de valeur, sont des hommes de principe, sont des hommes de famille et sont aussi, même plus important, des hommes d'amitié. Et même lorsque leur foi vacille et que le doute est bien présent, mes amis, eh bien justement, ils sont capables de se recentrer sur ce qui est important, les amis, et ils vont tout simplement demander conseil à leur meilleur ami. Brad Spitfire versus Lancelot du Lac. Ces deux personnages sont à la base supposés être les deux bras droits indéfectibles, fidèles et dévoués envers le roi et le capitaine, hein? Et leur courage devrait être au même niveau que le capitaine et que le roi devrait. Devant servir d'exemple et de phare pour leurs compagnons dans leur mission, eh bien, ils échoueront à de nombreuses reprises afin de démontrer qu'ils méritent leur place de second. Certes, Lancelot est 30 milliards de fois plus courageux que Brad. De toute façon, une sauterelle est plus courageux que Brad. Ça y est? Ça s'est bien passé? Ils sont contents? Bah, j'avais pas grand-chose cette semaine. J'ai bien sauvé un vieux avec ses deux fils dans un incendie de forêt, mais... Et le roi trouve pas ça bien? Bah, disons que je l'ai habitué à mieux. Autant que ses gestes et paroles. Seulement sa lâcheté transparaît dans bien des facettes de sa gestion des émotions reliées à son passé. Ce couteau est la seule chose qui m'a été transmise de mon père le roi Ban. Je le conserve comme une relique, le considère comme mon porte-bonheur. La foi que je lui porte est l'unique moteur de mon courage. Je lui dois ma combativité et mes victoires. Ça vous va, ça? Et à son statut de preux chevalier. Alors là, permettez-moi de vous dire, le coup du mystérieux chevalier gaulois solitaire à la rescousse de l'opprimé, ça fait vraiment bidon comme légende. Ça vous agace, ça, hein? Quoi donc? Un chevalier solitaire dont tout le monde parle et qui s'appelle pas Lancelot du Lac. Dont tout le monde parle? Ah non, s'il vous plaît. Et au lui-dire de ses exploits. Je m'appelle Lancelot du Lac. Lancelot du Lac, et je vous ai sauvé la vie. Lancelot du Lac? Voilà. N'hésitez pas à raconter ça partout où vous passez, hein? Les compagnons de Lancelot l'admirent et le prennent comme exemple, même si son air hautain et ses exploits difficilement égalables les rebutent un peu. Allez-y, qu'est-ce qui vous empêche de le mettre, votre casque? La question n'est pas là. Ça, pour un chevalier pointilleux sur le physique comme vous... Pointilleux sur le physique? Vous avez toujours les cheveux propres. Je vois pas le rapport avec nos compagnons. Il est capable d'affronter des dragons et de les battre. Il est capable de rester magnanime devant le danger. Cependant, devant Guenièvre ainsi que ses petits sentiments refoulés, eh bien, il casse. T'es cassé. Brad, tant qu'à lui, est totalement le contraire. Peureux en tout temps et fuyant la mort comme la peste. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour empêcher la rôtie de frapper les hublots. Il évoque le dégoût et l'amertume de la plupart de ses comparses, hein, oui. Vous êtes malade? Oh, Stéphane, pitié, pardonne-moi, viens me sauver. Oh non, il est plus bon. Irrévocablement lâche, le roi de la loisiveté. Il s'est foulé le poignet en boutonnant son pyjama. Faible et peureux, prêt à tout pour se sauver d'une tâche physique. Ça veut dire qu'il va falloir remonter dans les échafauds? Tenir des objets à bout de bras? Travailler pendant des heures et des heures de temps? Je me fous le poignard! Prêt à planter un couteau dans le dos à quiconque, surtout le capitaine. Aussitôt que le capitaine a le dos tourné, clac! On détourne le vaisseau. On peut pas faire ça. Mais on peut pas le dire. Mais oui, on peut, on est plus que lui. Il faut arrêter les capitaines. C'est une hostie de plaie et il ralentit la mission. On touche pas un ordinateur central. Il y a 3 choses dans la vie à laquelle on touche pas. Un ordinateur central, un enfant, puis un crapaud parce que ça donne des virus. Et peu à peu, à travers la série, eh bien, on va découvrir l'histoire horrible de Brad. Oui, ça justifie pas le fait que c'est un gros connard, mais il y a vraiment une histoire horrible, Brad. On va aussi découvrir un peu de courage, de bienveillance et d'humanité en Brad, oui. Et très refoulé loin, on va découvrir une espèce de sentiment de vouloir être aimé. Une espèce de sentiment de vouloir être aimé. Une espèce. Et c'est son désir d'être aimé, ainsi que, en fait, de vouloir considérer les membres de l'équipage comme sa vraie famille, qui vont nous mener petit à petit, nous, oui, spectateurs, à peut-être considérer Brad comme une personne aimable. Mais on le sait que... Brad... Ces deux personnages au destin compliqué, pourtant destinés à être le bras droit d'un homme de réussite et de conquête, deux personnages qui auront plusieurs fois la chance de se rattraper et de construire quelque chose de solide avec leurs coéquipiers, mais qui échoueront de par leur personnalité de marde.
Soulignons que le premier but de Brad, c'est de remplacer le capitaine, ce qu'il réussira, oui, à quelques reprises, sous des conditions assez particulières. Alors que Lancelot réussira par un enchaînement de situations et de propositions sa prise de pouvoir tout doucement et tout tranquillement, pour finir par être un gros connard. Valence Leclerc versus la reine Guenièvre. Pour certains, malheureusement, ces deux personnages féminins semblent des éléments de parade au début, hein, tout simplement d'autres éléments scénaristiques, des personnages qui ne sont là que pour supporter le capitaine ou le roi. Ce qui n'en est rien. Que nenni! Que nenni! Mais cependant, cela ne prendra pas moult épisodes, mes amis, pour comprendre que c'est totalement faux, que c'est totalement le contraire, qu'on va les aimer, on va les aimer. Pour Valence, au début, c'est sa relation ambiguë avec le capitaine que les gens vont retenir alors qu'au fil des épisodes, le doute n'est plus. Merci Valence pour cette consultation. Son caractère fort va lui rendre service tout autant que son écoute active pour développer sa ligne de pensée rapide et intense. Dis-moi donc, ça te dérange pas d'avoir jamais eu personne pour te faire des parties à ta fête? Pour t'amener à Disney World? Personne pour te moucher l'hiver quand t'avais le nez plein de morve? Ça me dérange pas. Dis-moi donc, ça te dérange pas d'avoir jamais eu personne pour te consoler parce que tu peux pis t'es laide? Qui l'aidera dans son adaptation à son amoureux aux grandes responsabilités. Sa relation avec le capitaine évoluera jusqu'à en devenir certes charnelle, mais aussi fusionnelle, allant jusqu'à devenir sa réelle moitié. Petit gars de la ville. C'est pas vrai. Toi, non. Bien que son importance et sa compétence soient démontrées à plusieurs reprises... Oui, mais depuis ce temps-là, Petrolia est victime d'un surmoi extrêmement punitif qui est mêlé à l'intériorisation d'un sentiment d'apathie pathologique qui peut mener à une catatonie de type 4. Je comprends pas, là. Elle se trouve poche. Les jugements et le doute des membres d'équipage sur la réelle utilité d'un psychologue est souvent abordé. Colère, rage, amertume, liée à la frustration de ne pas être appréciée à ma juste valeur. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, c'est pas le moment, mais quand je vais avoir le temps, je vais les vivre, ces émotions-là. Créant une frustration et une détermination très solide. Flavance et l'avance ce matin, raton. Flavance et Valence ce matin. Ris pas. Et pourtant, les Doggies le découvriront et le savent maintenant. Eh bien, pas de Valence, la mission t'offre pas bien longtemps, je vous garantis. Et malheureusement, eh bien, c'est totalement le contraire pour Guenièvre. Ça part pas top et ça va prendre du temps avant d'accrocher, mais quand ça va accrocher, ça va accrocher. Et oui, malheureusement pour Guenièvre, eh bien, dès sa première apparition, elle est remisée dans la case Reine Nunuche. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Son timbre de voix et sa sempiternelle attitude de vierge effarouchée Oh! Sans rire, me prendre des nuitées jours cadenassées dans un machin ferraille? va la faire détester de tous. Elle se dépatouille comme elle peut, la pauvre. Moi, je dis ça, attention, je l'aime bien. Ce qui va nous amener tranquillement à découvrir le potentiel du personnage au fil des épisodes et des livres. Vous vous êtes toujours occupé de moi comme ça ou c'est récent? Ben, disons que c'est plus facile de s'occuper de vous quand vous êtes au 36e dessous. Vous êtes un peu plus accessible. Elle se déploie comme une femme étonnamment résiliente. Gros, que ça soit moi qui me tape la ceinture alors que je dois être la seule fille de Bretagne de moins de 30 ans que vous touchez pas. Je vous en prie, hein? Envers un roi qui est peu enclin au respect envers elle. Si vous laissiez tomber la lecture pour un petit moment... Recule ou je te crève les yeux! Ouais, non, j'ai pas le droit parce qu'il y a le traité de paix, tout ça, alors je suis désolé, là. Pourtant, Guenièvre s'avéra être une femme débrouillarde. J'ai payé des guides, j'ai pris une diligence, sauf que c'était pas la bonne, alors j'en ai pris une autre. Qui connaît son rôle de reine, qui connaît les lois. Je vous signale que je connais parfaitement les lois bretonnes et que si pour une raison ou une autre, le roi n'est plus roi, c'est la reine qui doit désigner celui qui assumera le pouvoir en son absence. Reine qui a certes peur des oiseaux, mais qui n'a pas peur d'être elle-même. Les sauces sur le tapis, parce que... Les sauces sur le tapis! Mais au fil du temps, mes amis, eh bien, ces deux grandes dames tisseront des liens indéfectibles envers les téléspectateurs. Liens qui auront été mis de côté par certains téléspectateurs, et ce, dès le début.
Et pourtant, c'est ces mêmes gens qui finalement développeront un amour sincère envers ces dames de fer présentes dans ces deux séries. Entêté à mener un terme à projet lorsque l'idée germe, elle se donne ou essaie de se donner les moyens pour y arriver. Mais ça va pas, c'est de la merde, enfin. Depuis quand les pouilles avancent en crabe? Alors, est-ce qu'on place ceux qui sont sains d'esprit, vous les jouez comment? Tout raide? Vous êtes vraiment un emmerdeur! Allez vous peigner! Et ce, malgré les rabrouements et les oppositions de son acolyte de cœur. Capitaine, vous allez quand même pas envoyer Mirabella À dans ce que je sache, Mademoiselle Leclerc, vous étiez au courant de cette situation et vous ne m'en avez pas glissé mot. Complicité au premier degré. Vous êtes donc un peu mal placé pour me faire la morale. Mais c'était un secret professionnel, j'avais Wow! Valence et Guenièvre sont des dames qui aiment les apparats, aiment être bien mises, aiment leur confort moderne et ça, eh bien, c'est bien normal. Cependant, au fil de la série, mes amis, eh bien, oui, effectivement, elles vont comme se rendre compte qu'elles ne sont bien qu'avec le roi ou avec le capitaine, et ce, peu importe les circonstances. Pour l'une, eh bien, elle va recevoir amour, chaleur et bonheur immédiatement dès le début de sa relation, tandis que l'autre, eh bien, va falloir qu'elle attende une asti de bout avant d'avoir quelque chose. Ouais. Pourtant, bien des choses différencient ces deux personnages, malgré le fait que le mariage de Guenièvre et Arthur est un mariage arrangé et que l'amour n'est pas le fondateur de cette relation. J'ai pas dit que je voulais pas. Mais on sait ce que vous avez dit, il faut qu'il soit blond, là. Bah oui, je suis désolée. Mais depuis que je suis toute petite, je rêve de mon mariage. Et dans mon rêve, le mari est blond, voilà, c'est tout. Hein. C'est au cours de la série, ainsi que du premier film, que cet amour va se concrétiser pour les deux personnages, réalisant que leurs années ensemble et que la situation créée par Lancelot déculpe leur envie de changer et d'être heureux pour vrai, ensemble. Au contraire de l'amour du capitaine et de Valence, dont la source est un coup de foudre intense de la part des deux, mais surtout du capitaine au début, et que cet amour ne va cesser de grandir et de prendre de plus en plus de force, de plus en plus d'intensité au cours de la série, mais aussi des films. Charles, j'ai peur pour toi. On n'a pas le choix, Valence. La survie de la Terre va passer par les terriens. Il faut juste leur expliquer. Le capitaine ne se voit plus vivre sans sa Valence. Et ça, c'est souligné très souvent dans la série et dans les films. Tandis que Arthur, ça y prend du temps à comprendre. Ça y prend du temps à comprendre à quel point Guenièvre est importante pour lui. Oh, ça y prend du temps. Malgré ces différences claires, leur intensité, leur façon de s'exprimer clairement lorsque le moment est vraiment venu, leur façon de connaître la psychologie de leur amoureux, la façon dont elles ont de prendre de l'assurance tout au long de la série, leurs moments de folie, leurs moments d'amoureuse, et tout ceci, mes amis, sans mentionner le fait que ces deux personnages, ces deux femmes, ces deux actrices ont très certainement dû aider certaines jeunes filles et jeunes femmes dans leur confiance en elles. Et ça, c'est beau. Petrolia Parento Stanislavski versus Merlin l'Enchanteur. Mes amis, baissez ce sourcil inquisiteur de jugement envers moi. Oui, je vous assure, ces deux personnages ont beaucoup de points en commun. Beaucoup plus que je pensais. Outre le fait que Merlin est présent depuis le tout début de la série, oui, je le sais, mes amis, que Petrolia, non, eh bien, les deux sont quand même reliés de par le fait que ce sont les deux patenteux en chef des séries. Oui! L'une gossant et essayant tant bien que mal d'inventer des solutions à des problèmes qui parfois n'en sont pas vraiment. Bob trouvait que ses tons sortaient pas assez vite. J'ai rajouté des ressorts à turbine. Hein? Voilà, grâce à des gadgets loufoques et limite dangereux dans leur utilisation. Pour chaque porte du vaisseau, elle a créé un code de verrouillage, un code d'ouverture puis un code de fermeture. Non! L'explosion a ouvert une fissure dans l'espace-temps. On est ailleurs dans le passé, puis on est dans le trouble. De l'autre côté, nous avons un Merlin prétendant être un druide. Au bout d'un moment, il est vraiment druide, ce mec-là, ou ça fait 15 ans qu'il me prend pour un con? Qui peut essayer de faire ce que le roi demande, sans pour autant avoir les résultats escomptés. Enfin, moi, je me suis occupé de la marinade. Bon, bah, ça, très bien, c'est fait. Hein. Et puis lui, bah, il s'est occupé de faire bouillir de l'eau. Et
Puis ça lui a pété à la tronche. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un problème au moment où j'ai mis le feu! Ces sorts jetés sont souvent, voire tout le temps, médiocres ou tout croche. Je manipulais et boum. Boum quoi? Boum, le sort est parti tout seul. Il se trouve que vous passiez devant ma lucarne juste à ce moment-là. C'est quand même pas de bol. Ah non, c'est pas de bol en effet. Et les peu de fois où il invente quelque chose de magique, qui fonctionne, soit ils ne servent pas à grand-chose. Oui, c'est le coup dur, c'est votre Merlin, là, qui m'a jeté une malédiction. Non, au bûcher. Enfin, vous êtes pas vraiment sûr que ce soit lui? Monsieur. Merlin, c'est pas mon pote. Je suis même pas un magicien, alors. Mais il a rien, lui, pour faire pousser les cheveux, lui. Comme sa flamèche de merde, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce sort de merde? C'est pas la bonne dent! Ou bien, soit il est zéro conscient de ce qu'il fout, comprend pas la répercussion de ses découvertes. Vous êtes invisible? Mais comment vous avez fait ça? C'est grâce à votre potion pour l'angine. Ah non. J'ai dû me planter quelque part. Et note absolument rien comme un gros con. Et ici, je pense effectivement à la potion de force qu'il invente par accident. Je me suis gouré parce que j'avais mal étiqueté mes fioles. J'étais en train de faire une potion pour le mal de gorge de Dame M'évanouie, je me suis mélangé les saucisses. C'était pas un sort d'invincibilité? Si, mais je peux pas le refaire, parce que j'ai réétiqueté mes fioles. Non. Mais vous vous foutez de nous! Certes, il parle aux animaux, hein, et tout comme Petrolia peut parler aux comètes. Le seul truc, c'est que... Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez entendu? Quoi, le loup? Ils ont une femelle blessée. Une adulte de 12 ans qui a fait une chute après un éboulement. Excusez-la. Elle a grandi toute seule dans l'espace. Mowgli a été élevé par les loups, Tarzan par les singes, elle par les comètes. Une comète, ça passe une fois par 75 ans, ça fait pas de la discipline fort. Et certes, sa magie guérisseuse fonctionne parfois. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça va mieux. Non, mais il y a toujours un léger mieux avant de calancher, ça n'a rien d'étonnant. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que vous n'ayez pas l'honnêteté de reconnaître que j'ai habilement adapté la recette aux fruits de saison et que ça marche parfaitement bien. Mais tout comme Petrolia, eh bien, il passera à la médecine. Le plus rapide, c'est de désinfecter au gros sel. Au gros sel? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous me prenez pour une épaule d'agneau? C'est la science. Par contre, vous inquiéterez pas, ça pique un peu. Avec les mêmes résultats que Petrolia. 14 fois par jour pendant 2 jours. Et à force d'essayer et d'échouer constamment, eh bien, les deux personnages vont comme avoir un ressenti d'échec constant. Et ce qui va clairement jouer sur leur caractère, sur leur amour-propre et sur ce qu'ils font endurer aux autres. Ils deviendront sur la défensive et parfois colériques lorsque leurs compétences seront remises en question. Ah, attention, hein! Oubliez pas que je viens de la forêt! J'ai pas besoin de vous, moi. Si je veux, je peux vivre dans une cabane que je construis tout seul et je peux manger des racines. Attention! Hey, coudonc, y a-tu quelqu'un qui t'a mis en mode maudit fatigant? Une surprise? Rendre quelqu'un heureux? Ça dit quelque chose, ça, maudite canisse qui comprend rien? Ou leurs décisions, pourtant parfois quand même mûrement réfléchies. Ça fait des années que je me démène à prendre des machins d'enchanteur. Des grimoires plein les étagères, j'en ai marre, je suis druide! Druide! Les trucs de flambeur pour impressionner la galerie, ça ne m'intéresse pas! Alors, hein, salut tout le monde, je déserte. Y a plus personne qui va faire peur à Serge d'autres clowneries. C'est-tu clair, ça, Bouchard? Et je rajoute, mes amis, que dépendamment de quel bout tu te places, eh bien que la magie, c'est un peu comme la technologie avancée. Et que la technologie avancée, c'est un peu comme de la magie. Du transport par démolécularisation? Et disons-le, hein, un démolécularisateur, c'est toujours bien magique as fuck. Hein? Pensez-y là. Serge 19 versus Léo Dagan de Carmélide et Grudu. Sterge. Sverge. Smerge. Le robot, on le connaît via sa personnalité de base, ses personnalités hein, qui sont rajoutées au fil de la série, ainsi que bon, sa fameuse personnalité de robot sympathique comique. Or donc, de par ses personnalités volubiles ainsi que constamment en évolution, eh bien je l'ai comme subdivisé. On sait cependant que Serge a, pendant un temps, eu un comportement excessivement violent quand il était question de la vie ou de la survie de Petrolia. Moi, j'ai jamais été longtemps séparé de Petrolia. Bah oui. Ouais, mais là, je le suis. Puis j'aime pas ça. Puis quand j'aime pas quelque chose, je peux faire mon post-mat. Je peux me mettre à casser des planètes, moi. Ou à faire crier pardon mon oncle à des voies lactées, moi. Oui, Serge, mais calmez-vous. Ou simplement de la protéger contre un scientifique belliqueux et avare. On va faire le voyage ensemble, mademoiselle? Oui.
Puis moi aussi, je vais être du voyage. La cravate, ça fait que vous touchez à un cheveu de la mademoiselle. Puis en rentrant sur Terre, il va avoir assez de morceaux de vous pour en envoyer un dans chaque pays. C'est-tu assez clair, ça? Le beau saute? Tout comme Léo Dagan peut s'avérer d'une violence extrême quand il était question de sujets sensibles pour lui, comme son argent. Vous l'avez pas encore intégré, ça, que votre pognon, c'est avant tout celui du royaume. Ah ben j'ai du mal, voilà. Vous pourriez respecter ça et pas me le sortir tout cru en plein milieu d'une conversation où on parlait d'autre chose, hein. On parlait de pognon. Oui, bah pas du mien. Les tours de surveillance. Et puis que, de toute façon, si on veut nous envahir, c'est pas 3 tourelles qui vont changer quelque chose. Voilà. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Les tourelles, c'est le nerf de la guerre, là. Enfin, je me ruine le gosier à vous le dire sur tous les tons, enfin. Ou son argent. J'aimerais bien voir la tête que vous feriez s'il fabriquait des pièces de votre royaume à vous. Ah, la carmélide? Ouais, j'en ai aussi. Plus vrai que les vrais, tout le monde y voit que du feu. Serge cherche à la fois à rester un robot, mais aussi à se lier d'amitié avec ces humains débiles qui l'entourent, malheureusement, pauvre lui. Et Serge est clairement, après Flavien, le meilleur membre de l'équipage, parce que, bon, des fois, il manque de batterie. Serge est aussi d'une grande sagesse. Faut pas s'en faire avec les filles, ils viendront pas nous rejoindre. J'ai brouillé les données du téléfax. Ils savent même pas sur quelle planète on est. Oh, la belle humainerie que t'as faite. C'est quoi l'idée? Elles vont se réveiller, il y aura personne sur le vaisseau, elles vont paniquer. Puis moi, je veux pas que Petrolia panique. Je trouve que vous avez beaucoup de noblesse. Vous exercez votre pouvoir avec humilité et grandeur, et c'est vraiment beau à voir. Il est aussi conscient que les ordres, c'est les ordres et qu'il doit les appliquer à la lettre. C'est un robot et c'est ça sa fonction. Avant de partir, il m'a donné l'ordre de les détruire si jamais ils nous menaçaient. J'ai plus le choix. On peut donc lier sa volonté de robot de Serge à réaliser les ordres comme il se doit. Serge, mettez Flavie aux arrêts! C'est un ordre! Je suis votre capitaine! Au personnage Grudu, le garde du corps occasionnel du roi qui, malgré quelques bévues... Il venait rôder du côté de la chambre du roi, ce bâtard. Ce matin, je l'ai attendu derrière la tenture et je lui ai mis un putain de coup de masse dans sa tête. Pam! La tête, elle a volé de l'autre côté du couloir, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Ah bah elle était dans l'escalier. Mais vous êtes complètement givré. On s'approche pas de la chambre du roi. Sire, le malheureux venait probablement pour changer les torchères. Ouais, il venait se la péter avec sa petite flamèche là. Tac! Ne déroge jamais des règles déontologiques, des ordres donnés. Ah! Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, je me menace, il faudrait me buter, mais vous avez pas le droit de me toucher. Ah? Hein? Non, ça va, calmez-vous, tenez-vous, c'est pour déconner. C'est pour déconner, ça va, c'était une connerie. Oh, c'est un morceau de viande, un morceau de viande, un morceau de viande. Même si parfois c'est un peu exagéré. Recule ou je te sors les boyaux. Un peu comme Serge. Je viens tout juste de recevoir les dernières analyses d'air et de sol de la planète Bretol. Eh bien, le verdict est clair. Cherche de repos. Bien que Serge soit un personnage principal et important dans la série et dans les films, et que Grudu soit plus un personnage tertiaire, eh bien, dès que t'as besoin de quelqu'un qui pète une gueule ou bien qui protège le roi, Grudu est bien présent. Et j'adore ce personnage. Star Wars. Camelot renferme en son cœur un amoureux des étoiles, et dans une galaxie près de chez vous renferme aussi dans son cœur 2 amoureux des étoiles. Or donc, il va sans dire que c'était sûr et certain que les 2 séries allaient faire référence à une série de films bien connus. Et oui, Star Wars, une série de films qui a été très présente dans l'enfance et l'adolescence des 3 créateurs. Bien que pour Dans une galaxie près de chez vous, Star Trek et Lost in Space soient de références de base, tous les de Guise connaissent l'épisode du Jedi. Car tout l'épisode, le retour du Jedi, tu es maintenant un Jedi, tourne entièrement autour de l'univers de Star Wars, mettant en vedette de nombreuses références directes à l'univers de science-fiction que l'on connaît, comme le Jedi de l'ombre, des cheveux en brioche, R2D Bob, le pouvoir de la force. La force de l'esprit, c'est lui. Yoda Bouchard. Et pour ce qui est de Camelot, eh bien, les références sont tout aussi claires et limpides. On peut parler de l'épisode Stargate 2 qui fait effectivement référence au film et à la série Stargate. Présent dans le livre 3, on peut donc voir Perceval passer à travers une porte dimensionnelle menant sur une planète de désert avec 2 soleils. Dehors, qu'est-ce qu'il y a? Bah rien de spécial. Si, il y a 2 soleils. 2 soleils? Ouais,
Sans ça, c'est du désert, c'est pourri. Et de ce portail, il nous rapportera un bibelot qui s'avérera être un sabre laser vert. Qu'est-ce que j'ai fait? Et oui, je vais le dire parce qu'on y a tous pensé, hein. Une chance que Guenièvre ne s'est pas trompée de côté quand elle a ouvert le laser. Hein? On peut aussi souligner le titre de l'épisode 63 du livre 3 qui se nomme La menace fantôme, qui est, sans nous rappeler, effectivement, le titre de l'épisode 1 de la saga Star Wars, ou bien juste le fait de terminer la série par le début de l'aventure. Bref, Star Wars, comme pour bien des créateurs, a laissé des traces indélébiles dans la tête de nos 3 créateurs. Et ça, c'est bien, c'est beau, c'est correct, c'est parfait. Le cinéma. C'est bien connu, mes amis, oui, il y a plusieurs références cinématographiques dans les 2 séries et je pourrais en parler assez longuement. Ce que je ferai pas. On va survoler. Et je pourrais tergiverser très longtemps sur les références cinématographiques présentes dans les 2 séries, surtout que je l'ai déjà fait. Oui, avec une série de vidéos qui analyse au complet la série Dans une galaxie près de chez vous, que je vous recommande fortement si vous êtes intéressé, à voir ce qui s'y cache. Voilà, donc je ne parlerai pas plus longtemps. On va y aller... C'est une gratte qui passe. On va y aller, grosso modo, rapidement. On peut donc penser à la séquence hommage à The Predator dans une galaxie près de chez vous lorsqu'ils sont sur la planète Ouch. Pour les amateurs de suspense policier, nous avons dans Kaamelott une référence à Heat avec le fameux face-à-face entre Arthur et Lancelot, ainsi que celui de Neil McCauley et le lieutenant Vincent Hanna. Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Un vrai chevalier ne garde jamais auprès de lui quelque chose qu'il ne puisse pas quitter en 30 secondes. Si on va du côté de l'horreur avec le fabuleux Night of the Living Dead et son clin d'œil dans l'épisode Mirasphalta de Dans une galaxie près de chez vous, et côté créature fantastique, eh bien je pense au fameux lapin tueur de Bohort. Un ours d'une toise et demie qui me tombe sur le rable? Oh mais non, c'était un lapin adulte. Non, un ours. Qui font irrévocablement référence à ceux présents dans Monty Python and the Holy Grail. Et la petite cerise sur le sundae, eh bien on peut penser à Alien, et oui, quand le capitaine fait semblant d'exploser. Je vous ai bien eu, hein? Le coup du alien, ça rate jamais. Excusez-moi. Et ça prend pas 4 épingles de cheveux sur une scène pour comprendre que oui, effectivement, les 3 créateurs, M. Pierre-Yves Bernard, M. Alexandre Astier et M. Claude Legault, sont des cinéphiles finis. Voilà. Les scènes de bain. Les scènes de bain sont légion dans Kaamelott. Et il y a 2 sortes de scènes de bain. Les scènes de bain légères, où est-ce que le roi se fait interrompre, comme avec le Robin des Bois des Pauvres. Et si en un éclair, je la change, la ficelle, et que j'en mets une hyper mieux? Oui, mais de toute façon, vous avez pas de flèche. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Et il y a les autres scènes de bain où on assiste à l'évolution psychologique du ou des personnages présents dans la baignoire. Autant elles sont les vrais seuls moments de détente pour le roi, bien que ces seuls moments soient constamment interrompus, autant dans l'évolution de la relation avec les maîtresses d'Arthur, que dans l'évolution de la propreté de Caradoc, que dans la démonstration de la dépression du roi jusqu'à sa tentative de partir définitivement, transformant pour certains la baignoire en Graal. Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Pour ce qui est de Dans une galaxie près de chez vous, eh bien, il y a une scène de bain qui n'est pas dans la série, mais dans le film. Cette scène est dans le premier film où l'on retrouve le capitaine, Valence et Bob, dans un bain discutant de la mission, d'amour, de décisions controversées, enfin bref, tout ce que le roi parle aussi dans son bain. Et pour ma part, le lien est bel et bien là, mes amis, peu importe ce que vous dites. Et je vous rappelle que Dans une galaxie près de chez vous 1 est sorti en 2004 et que les premiers épisodes de Kaamelott sont sortis en 2005 sur M6.
La mauvaise cuisine. Un classique de gimmick dans les films ainsi que dans les téléséries, eh bien c'est un personnage qui veut cuisiner, mais qui cuisine très mal. Et comme exemple, tout de suite en tête, c'est surtout pas parce que je l'ai marqué sur mon texte, non, ben j'ai Jean-Loup hein, dans Radio Enfer, ou bien j'ai Latrine hein, dans Robin des Bois, héros en collant, qui cuisine très mal. Hey, Tess! Dans Kaamelott et dans une galaxie près de chez vous, nous avons des personnages féminins forts qui ne savent pas cuisiner. J'ai nommé Dame Célie et Valence Leclerc. Et dans les deux cas, eh bien, celles-ci ne sont pas douées pour les tartes. Parce que oui, fait étrange, mes amis, peut-être fait culturel, je ne sais point. Mais les deux exemples qui nous sont montrés dans les deux séries qui sont séparées par quelques années ainsi qu'un océan, sont des tartes de toutes les pâtisseries, de tous les gâteaux possibles qui existent depuis des centaines d'années. La tarte. Une aux patates pour Valence. Vous avez une forme de vie à analyser? Non, non. Ah, vous voulez que je vous fasse ma recette de tarte aux patates pour souper? Non, non. Et l'autre aux myrtilles ou aux fraises avec grumeaux pour Célie. Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite, si? Bah si, justement, c'est moi. Ah bon? Le fruit est bon, hein? C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Et le pire, c'est que les deux continuent d'essayer. Je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez dire que vous allez en refaire? Tous les jours? Tous les jours? Oui, mes amis, effectivement, quand tu veux, tu peux, mais là, essaye même pas parce qu'il y a personne qui veut que tu peux. Les repas. La bouffe, le singe, les repas, les collations, les frichetis. Bref, ce que les personnages peuvent se mettre dans Jol, ainsi que les repas sont très importants dans les séries. Les scènes de repas familiales sont très présents dans Kaamelott et sont d'une importance souvent capitale dans la résolution de conflits ou la création de conflits, hein, disons-le. Attention, j'ai rien contre les bouseux. D'habitude, je mange pas avec, c'est tout. Eh ben quoi? Oui, S'il vous plaît, fermez-la ou vous prenez une avoine. J'estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d'une entité générationnelle, réactionnaire et oppressive. Mais qu'est-ce que ça... Non, on se tait et on écoute son coupé. Cependant, dans une galaxie près de chez vous, elles sont plus rares et moins opportunes. Et les fois où les scènes de repas sont présentes, elles sont très souvent tendues, comme pour la Saint-Valentin. Ils forment un beau couple, non? Oh, prenez-les pas comme ça. C'est vrai que vous êtes pris avec moi, mais... Elle est pas laide, mon oncle! Ou alors les fameuses pâtes de Rosario. Oh, taisez-vous et lavez, Rosario. Ou bien la fameuse pizza hallucinogène. Que dit le champignon? Je sais pas, il est disparu. Je l'avais laissé sur le comptoir dans un Tupperware. OK. Ah, c'est parce que j'en ai peut-être un peu mis dans la pizza. Surtout que personne ne touche à la pizza. Une bombe au Léo Gamma! Oui. Bref, Kaamelott et dans une galaxie près de chez vous, les repas, c'est pas reposant. Donc, dans les deux séries, hein, les repas tournent très souvent au vinaigre. Pas pour les mêmes raisons, mais le résultat est quand même le même, c'est pas agréable pour personne. L'absence d'héritier. Je dois souligner ce point car ce point doit être souligné. C'est qui l'épais qui a écrit ça? C'est moi. Ben, la prochaine fois, fais-le pas. Ni Guenièvre, ni Valence ne tomberont enceintes. Ni une, ni l'autre. Dans les deux cas, on soupçonne l'homme d'être en cause. Pour Arthur, on commence à s'en douter petit à petit dans la série. Vous le faites pas? Ben si. Et vous êtes pas enceinte? Non, mais nous, on fait gaffe de pas l'être. Gaffe de pas l'être? Jusqu'au point où Prisca lui annonce par l'entremise de Méléagan qu'il est effectivement stérile. Arthur. Tu es... Entremise qui va pour certains soulever le fait que Méléagan ment à Arthur pour le pousser au suicide. Pour ce qui est de l'infertilité possible du capitaine Charles Patnaud, eh bien ce fait n'est jamais souligné ni dans la série, ni dans les films, ni dans la série de vidéos que j'ai fait qui analyse complètement la série. À ma souvenance, je ne mentionne pas ce fait. Et pourtant, c'est là. Or donc oui, comme Arthur, le capitaine Charles Patnaud est très supposément infertile dû à son stress. Oui, mais est-ce que la personne aurait le temps de revenir assez vite sur le vaisseau avant que la météorite s'éloigne? Mais non, espèce de conne! Son manque de sommeil. Capitaine! Vous dormiez? Il dormait? C'est la première fois que je dors depuis le début de la mission. Affirmatif, capitaine. Vous avez passé
2111 nuits blanches consécutives. Et surtout ces années dans l'espace à être exposé au rayonnement cosmique. Je vous le dis, le capitaine est stérile. Thank you. Thank you very much. Ce qui nous empêche pas de penser que peut-être le capitaine, sachant cette réalité, eh bien, a pensé à se fioler une couple de gouttes pour le futur. Voilà, disons-le. L'extrême lâcheté. Le côté pleutre, le côté lâche, le côté peureux de Brad ainsi que de Bohort, eh bien, sont un très beau parallèle à faire. Leur réaction face au danger, pareil. Leur justification, pareil. Leur intensité, pareil. Ils mettront même plusieurs fois la vie de leurs collègues en jeu à cause de leur lâcheté, comme Bohort qui cède les marais entourant Camelot. Qu'est-ce qui vous a pris de vendre des terres à des ennemis, vous? Ah mais je les ai pas vendus puisque je les ai cédés. Mais cédés pour combien? Pour rien, contre nos vies. Ah oui, moi franchement j'aime autant. Mais les marteaux, c'est pas vrai! Ou bien Brad qui détourne le Romano Fafard pour retourner sur Terre lors du premier épisode. Qu'est-ce qu'il fait là? Brad, non! Approchez pas! Sinon, je défonce les billons! Wow! Je viens de les laver! Ou alors Bohort qui protège le stock des couvertures pendant une attaque. Voilà 1 heure que vos camarades sont au créneau et repoussent l'ennemi pendant que vous sécurisez l'accès au stock de couverture. Le stock de couverture? Le stock de couverture, oui. Je suis désolé, mais ça me semble capital. Imaginez qu'on subisse un siège qui nous mène jusqu'à l'hiver prochain. Ou bien Brad qui se sauve des zombies mirasphaldiens. Ou bien même devant la neige, Bohort rebrousse chemin. Il y en a marre de ce temps de merde, sire. On peut pas mettre le nez dehors sans attraper une fluxion de poitrine. Bon, attendez, faut rien exagérer non plus. Et devant un ennemi à moitié mort qui l'a lui-même agressé, Brad peut s'enfuir. Ça veut dire ce que j'ai entre les mains, c'est une vraie bébête? Non, au secours, mon Dieu, mais quelque chose, aidez-moi! Des champions. C'est magique. Bref, la lâcheté extrême d'un personnage utilisé de deux façons complètement différentes dans deux séries, autant dans le fond du personnage que dans la forme comique que ses actions, en fait, prennent dans la réalité. La grande peur. Le sujet de la grande peur, celle viscérale, celle qui te pogne par en dedans puis que t'es bloqué, figé devant, est traitée dans les deux séries. Et ça, c'est très intéressant. Je parle ici bien entendu des peurs du capitaine ainsi que du roi Arthur qui sont à la fois leur force et aussi leur faiblesse. Pour Arthur, on découvre dans les premiers livres ses deux premières vraies peurs, c'est-à-dire la peur du noir. Votre gendre. Eh ben, il a peur du noir. Il suffit de s'engager dans le souterrain, torche éteinte. Et des serpents. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça au bout du lit? Mais quoi donc? Vite le truc, faites quelque chose! Mais quoi Le par machin ça? vert, là! Vous seriez pas la trouille des serpents par hasard? Non, mais ça va pas, non. Qu'est-ce que vous allez chercher? Mais on découvre bien plus tard dans les livres que la grande peur d'Arthur est en fait de ne pas avoir de descendants, de ne pas avoir d'enfants à aimer, à s'occuper. Pour ce qui est du capitaine, eh bien, sa peur peut paraître totalement égoïste. Cependant, c'est beaucoup plus philosophique, métaphysique et c'est rempli d'abnégation. Oui, tel un chevalier. Car la plus grande peur du capitaine, mes amis, n'est pas de mourir en mission. Ça marche pas. Là, j'ai plus le choix. Mon cœur a arrêté à cause du choc électrique que j'ai pris. N'est pas de disparaître dans l'oubli intersidéral, ce n'est pas de se faire opérer à frette par Mirabella. Pas trop mal, ça? Ça va bien? Oui, mais je crierai plus tard. La plus grande peur du capitaine Charles Patnaud est la peur de ne pas réussir la mission, de ne pas réussir à sauver la race humaine. La Terre explose avant que le capitaine ne trouve une planète pour loger ses habitants. Patnaud vaut pas une barouette de Morvia. Pire même, celle de constater, sans nul doute possible, que les humains et la Terre sont voués à une extinction de masse et de fait ressentir tout le poids émotionnel que cet échec amènerait. Vous avez échoué votre mission. Non! Il y a une planète quelque part pour nous autres. Puis je vais la trouver. On a donc ici deux hommes de tête, deux hommes d'action, deux décideurs qui ont, comme tous les humains, oui, des peurs et des faiblesses. Et c'est normal. Les règlements et écrits. Les règlements et les écrits sont deux éléments très importants dans les deux séries. Cependant, mes amis, oui, disons-le, il y a une série qui prend tout ceci un peu plus au sérieux que l'autre. Pour ce qui est de Dans une galaxie près de chez vous, chaque membre de l'équipage connaît une bonne partie des règlements. C'est la preuve qui mène à une relation cachée depuis le début de la mission, ce qui est formellement interdit et qui me donne automatiquement le statut de capitaine. Calmez-vous, Brad!
De plus, le capitaine et Brad le connaissent par cœur, l'un par professionnalisme. Article 147. Un commandant de vaisseau ne peut avoir de relation amoureuse avec un membre d'équipage, que ce soit un homme, une femme ou une chèvre. Et l'autre parce que c'est un asti de crotté. Femme est une criminelle. Et vous connaissez les sanctions, capitaine. On doit la lâcher lousse dans l'espace avec une bonbonne d'oxygène. Et un sac à lunch, là. Ajoutons que les membres d'équipage doivent impérativement connaître tous les codes de couleur des alarmes, qui sont, on le sait tous, à la fois complexes et très précis. C'est l'alarme bleue et verte carottée avec des pois jaunes et un motif pied de poudre gris dans le bas. Le capitaine et Serge ont trouvé un arbre où c'est gravé « Stéphane l'a José ». Non, c'est l'alerte bleue et verte carottée avec des pois jaunes, mais avec un rebord Bourgogne. Ça veut dire que Serge et le capitaine veulent qu'on les téléfaxe au plus vite. Je rajoute la présence du registre. Aidez-moi à fouiller les registres. Non, s'il vous plaît. Non. Nous avons aussi une salle de banque de données. Capitaine, les tuyaux dans la 3e salle coulent parce qu'ils ont mal été réparés. On vient de perdre plusieurs banques de données. Ainsi que la bibliothèque qui semble être assez étoffée. Hein? C'est écrit dans ce livre-là, Comment comprendre les femmes, tome 1. Il y en a 432 comme ça. Pour ce qui est des écrits, des notes, des parchemins dans Camelot, c'est totalement le contraire de Dans une galaxie près de chez vous. C'est le foutu bordel. Car il faut se remémorer que oui, ils ont des archives, mais qu'elles sont éparpillées un peu partout sans classement logique grâce au père Blaise, qui a fait tout son possible pour laisser transparaître sa compétence de glandeur. Un gros glandeur! De gros glandeurs, pardon, ce qui laisse malheureusement deviner l'importance qu'il porte à son rôle, à la quête du Graal et aux archives du royaume. Pour ce qui est des règlements, eh bien si on se fie à la compréhension de l'armée des signaux de drapeaux simples qu'ils ont pourtant appris... Mais ils ont du mal avec le code. Oui, oh, ils ont du mal avec tout, hein. Enfin, il y a quand même pas 50 trucs à retenir, bon sang. Débordement gauche, droit, charge, retrait, 2-3 signes spéciaux pour les archers. Mais je sais bien, en plus il est clair ce code, enfin, il me semble. Eh bien, ça laisse entrevoir une bonne grosse dose d'incompétence et une bonne grosse incompréhension. Incompréhension qui est aussi transposable aux chevaliers de la table ronde. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Sauf que... Ouais. Pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmélide. Et en Carmélide, il n'y a pas de route pavée. Oh, vous allez pas recommencer à me gonfler, hein? Et tout ceci avec, bien entendu, le fait que plusieurs personnages ne savent pas lire, dont nos inséparables Perceval et Caradoc. Vous savez pas lire? Bah ouais, du coup, faut que j'aille apprendre à lire, que je revienne, j'en ai pour des plombes. Vous pouvez bien nous donner un coup de main. On lit comme des pieds, dans 8 jours on y est encore. Non, mais nous, ils nous emmerderont pas. Et pourquoi pas? On sait pas écrire, nous, on est peinards. Insoupçonnable. De toute façon, la preuve est là. Je vous ai surpris avec cet objet qui appartient à Bob. De toute façon, il y a écrit son nom dessus. B-A-U-B-E. Bob. Brad, vous allez mourir, être tué. Oh, Bob, il y a donc bien des problèmes avec son français. Or donc, règlement, oui, mes amis, mais encore faut-il que ceux qui doivent les suivre soient ouverts à les suivre. On me suit? Et puis bon, hein, comme disait Morpheus, certaines règles sont faites pour être transgressées, hein? Il y en a qu'on peut enfreindre et d'autres qu'on peut violer. C'est peut-être pas ça qu'il dit, mais ça ressemble à ça. Qui dit personnage ayant un petit peu de déficit d'esprit à cause d'un coup probablement donné trop fort sur la tête étant petit, dit aussi oubli. Oubli. Un oubli. Dans le chaudron rutilant de Camelot et dans le roi de Dans une galaxie, nous avons Perceval et Bob qui oublient deux choses essentielles. Un parchemin magique, essentiel oublié par 2 fois. Mais quand vous dites le parchemin, ça n'a rien à voir avec celui que vous m'avez donné ce matin. Si, c'est celui-là. Ah d'accord, parce que j'ai oublié à la taverne en fait. Allez, mais dépêchez-vous, passez-moi le parchemin, vite. Ah ouais, mais non, ça va pas. Quoi qui va pas? J'ai encore oublié à la taverne. Il m'aura fait chier jusqu'au bout celui-là, hein. Et les armes nécessaires et essentielles à délivrer le capitaine, Valence et Brad. Et où sont-elles, ces armes? Eh bien, sont dans le lavage. Ils ont fait une brassée de fusils! Oui, la logique est certainement morte. Et l'imbécilité a pris sa place. Bienvenue dans le triste monde tragique. Il y a aussi, mes amis, la polymorphie qui est abordée dans les 2 séries. Dans Camelot, nous avons le changement du roi Pendragon en duc de Gorlet, Marie d'Ivergne, mère du roi, qui nous est racontée par celle-ci. Merlin fait boire une mixture à Pendragon. Et hop, Pendragon se retrouve avec la tête du mari. Et il débarque chez moi un soir où le duc est en guerre. Il vient se coucher. Moi, mettez-vous à ma place. J'ai fait comme d'habitude. Il avait la même tête.
Et voilà comment est né Arthur. Mais remémorons-nous aussi la fois où Elias se transmute en roi. Une demande de l'enchanteur Elias. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Afin d'obtenir des services financiers et d'approvisionnement du royaume. Oh, mais occupez-vous de vos fesses, je vous assure. Vous allez pas me dire que vous vous êtes encore fait payer une griffe à 8000 pièces d'or par le royaume? Mais non! Et dans une galaxie près de chez vous, eh bien nous avons cette chère Nicotine qui prendra une forme humanoïde pour mieux enfiroiper les membres du Romano Fafard et surtout ce cher Brad. Oh, laissez-moi pas tomber. On va laisser tomber. Nicotine, non, ma nini, ma coco, ma titine. Et malheureusement, eh bien, on connaît tous des gens qui portent continuellement un masque, et oui. Hey, la polymorphie, ça pourrait peut-être être quelque chose de bien. Polymorphez-vous. La lâcheté extrême et le courage subitement arrivé sont présents dans les deux séries et à travers un seul personnage. Bohart est un personnage très complexe et très bien travaillé, ce qui fait que nous croyons fondamentalement en la bonté extrême de celui-ci, qui le mène très souvent à la lâcheté. Et oui, excepté une fois... Je commence à avoir plein le dos de votre comportement de péteux. Vous allez me faire le plaisir de me faire une bonne insulte et de vous foutre en rogne une bonne fois pour toutes. Dans la saison 2, épisode 14, les classes de Bohart, où on peut le voir crinqué et courageux comme jamais après s'être fait insulter. Tout comme Brad, en fait, dans l'épisode Amnésie internationale, alors qu'il pète une solide coche contre le vol de ses propres souvenirs. Ces souvenirs-là, c'est à moi. Je suis pas un monstre, ok, là. Les choses que j'ai faites, c'est pas pareil. Comme quoi le courage et l'adversité peuvent être provoqués justement par la provocation. Les deux séries seraient reliées par un prénom, mes amis. Oui, ou du moins... un prénom faisant partie de la famille linguistique du prénom. Vous allez voir. Et ici, là, écoutez, c'est totalement tiré par les cheveux. C'est juste excessivement cocasse comme coïncidence. Je ne pouvais pas passer ceci sous silence. Et oui, mes amis, le lien se trouve dans le livre 3, La Baliste. Lorsque Yvain se retrouve seul avec Démétra, il cherche à se remémorer son nom. Et comme un imbécile heureux, quel nom sort-il? Flavia? C'est ça ou pas? Et oui, il sort Flavia. Flavia? Flavia. Flavia? Étrange coïncidence, non? Non, mais Flavia qui est un des penchants féminins possibles avec Flavien. Flavia, de tous les noms féminins de l'univers entier, Monsieur Alexandre Astier a fallu qu'il s'arrête sur Flavia. Flavia. Moi, c'est Flavia. C'est Flavien. Voilà. Il est irrévocable que les deux œuvres renferment, oui, le fameux héros à la destinée incroyable, mes amis. Nous avons Flavien qui, au fil des saisons et des films, évolue clairement pour devenir le héros classique de Dans une galaxie, quasi immortel, ayant des capacités physiques incroyables, comme l'ouïe extrême ou la vue perçante, ainsi que ses faits d'armes héroïques dans les saisons, et puis... c'est grâce à lui si, dans certaines situations, l'équipage est capable de survivre et d'avancer. On va mettre le vaisseau en vrille ultra rapide. En dressant d'un coup, on créera un effet de fronde et on échappera au champ d'attraction des 2 étoiles. Et de l'autre côté, eh bien disons que c'est beaucoup plus mystique et métaphysique, oui, mes amis, parce que oui, en théorie, c'est Perceval qui a le plus gros destin, le plus grand destin possible à travers l'univers de Camelot d'Alexandre Astier. C'est-à-dire qu'il va peut-être rejoindre une des branches du récit camelotien qui dit que c'est Perceval qui va trouver le Graal. Est-ce que ce sera le cas ici? Nous ne le savons pas. Je dis bien théoriquement car disons que niveau fait d'armes, intelligence militaire... Non, mais en vrai, pas sur la carte. Je comprends rien aux cartes. ...ou bien acte héroïque... Il était grand comment à peu près ce serpent géant? Oh, à vue de nez, il était long comme ça. Ça pullule pas vraiment. Perceval le Gallois, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est une tanche, et ça, c'est pas une légende. Oui, mais Provençal le Gaulois a une excellente réputation aussi. Cependant, il est souvent au bon moment, au bon endroit, il est loyal envers le roi, il est très chanceux dans sa maladresse. Ouais, faites pas trop les malins parce que ça pourrait chier des bulles dans pas longtemps! Tout en étant maladroit dans sa chance. Vous avez ramené les clous de la Sainte-Croix? Les ramener? Vous voulez que je chope le tétanos ou quoi? Je les ai foutus en l'air, oui. Et puis, disons-le, son destin exceptionnel, c'est la Dame du Lac qui nous l'annonce. Et on le voit aussi via la puissance lumineuse d'Excalibur qui augmente lorsque Perceval la touche. Sire, j'ai fait une connerie?
Vous voulez pas la reprendre, là? Ça me fout un peu les miquettes. Ce qui, canoniquement parlant, eh bien, c'est un fait irrévocable. Deux personnages complètement différents pour une destinée relativement semblable. Cependant, ici, je dois rajouter un petit bémol et dans les deux cas. Deux cas de quel là? Deux cas. C'est qu'on en quoi, non, ça? Durka. Ah oui, mais c'est vrai. Durka. Nous ne devons jamais oublier que Bob est en réalité un Jedi, Bob Vader. Je t'ai enfin trouvé, Bob Vader. Et qu'il possède le pouvoir du mou. Le cerveau de Bob, quand il se sent attaqué, se cache dans le mou. C'est canonique dans une galaxie près de chez vous. Bob est un Jedi qui sauve aussi l'équipage d'une catastrophe mortelle. Et oui, Caradoc aussi a un destin exceptionnel. Vous êtes sûr qu'ils ont une destinée exceptionnelle, ceux-là? Mais qui? Nous pouvons le voir petit à petit, autant dans les BD ainsi que dans le premier volet cinématographique. Bien des décisions qu'il prend vont avoir un retour très positif sur leur aventure. Bref, gros sujet pour ce petit aparté héroïque, mais il fallait que je l'aborde parce qu'effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Voici un petit lien virtuel assez facile à faire. Les jeux vidéo sont traités rarement dans la série Dans une galaxie près de chez vous et à ma souvenance, c'est 2 fois, et dont une de ces fois, eh bien, c'est dans l'épisode Virtuellement Vôtre, où l'on découvre le casque virtuel de Brad, utilisé par Flavien, et quel style de jeu les créateurs ont choisi pour cette partie. Et oui, un jeu dont l'univers est médiéval. Je suis Olaf, viking des mers du Nord, fils de Bartok. De toutes les sortes d'univers possibles dans les jeux vidéo, ils ont choisi celui-là. Non, Olaf. Mais c'est quoi ce maudit niaisage-là? Allez-vous abandonner? Il va falloir que je vous sorte les mots de la bouche avec une paire de pinces. Et malheureusement, eh bien, pour l'instant, le prénom Olaf ne fait pas partie de l'univers canonique de Camelot d'Alexandre Astier. Je dis bien pour l'instant parce que sait-on jamais. Et puis bon, on peut toujours se dire que le capitaine, Serge ainsi que Flavien ont toujours bien goûté un peu à la vie chevaleresque. Je dis ça et j'oubliais Brad. Parce que Brad, oui, il a joué, mais c'est un esticave, Brad. Dans les deux séries, nous avons un personnage qui est accro à quelque chose, qui est dépendant de quelque chose, bref, qui est drogué. Il est drogué. Premièrement, nous avons notre bonne reine Guenièvre qui, suite à un voyage à Rome, découvre la fameuse pâte d'amande. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant que mon corps s'est habitué? Ben, il va se déshabituer. Comment vous faisiez avant? Mais avant, ma vie, c'était de la merde, vous entendez? Dont elle va clairement tomber accro, immédiatement, jusqu'à en ramener 4 ou 5 livres. Ça change que vous êtes enfilé 4 ou 5 livres de pâte d'amande en une demi-saison et que ça tombe bien qu'il n'y en ait plus parce qu'à ce rythme-là, dans 6 mois, vous étiez large comme le lit. Qu'elle va engloutir en 3 mois. Parce que c'est finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Et puis, nous avons ce cher Falbo qui semble avoir développé une forte accoutumance au lait chocolaté, ce qui lui donne un sugar rush continu et constant. Falbo, arrête. Parce que après ça, c'est le diabète qui embarque. On peut aussi souligner le fait qu'il a fallu mettre une coupe de caisse de chocolat en poudre dedans, le Romano Fafard, et que j'espère pour lui qu'ils lui ont parachuté une de ces caisses sur la planète sur laquelle il s'est perdu, parce que le sevrage a dû être assez dur, mes amis. Deux personnages complètement différents, mais qui réussissent à se lier via bien, leur accoutumance, leur dépendance, leur drogue. Une sorte de gimmick dans la création de personnages, mes amis, c'est de prendre un personnage et de lui donner cette caractéristique qu'est la latérité hétérogène ou croisée. Oui, effectivement, Bob et Perceval sont atteints de latérité hétérogène ou croisée, ou d'ambidextrie, ou ils sont pas capables de reconnaître leur gauche puis leur droite. C'est impossible pour eux. Voilà, ça fonctionne pas. Et sachez que cette particularité n'est pas issue de l'intelligence. À gauche! Il vous a dit à gauche! À gauche, à gauche! Ou le manque d'intelligence, non. Grosso modo, c'est une question physionomique du cerveau. Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Si un hémisphère est plus développé que l'autre avec certaines autres conditions pathologiques, il est fort possible que vous vous trompiez entre la gauche et la droite. Soyons donc tolérants envers ces deux amis, ainsi que peut-être vos connaissances qui sont potentiellement atteintes d'ambidextrie. Moi, je le suis un peu, là. Ma blonde arrive pas mal.
Un peu comme la gimmick des handicapés des deux côtés, souvent, dans la création de personnages, eh bien, on en a un qui est zélé. Mais zélé as fuck. Genre, arrête, hein? Ici, je veux parler de cette passe avec Falbo, où on s'aperçoit qu'il est littéralement un hostie de crinqué qui décrochera pas une fois un ordre donné. Et nous avons aussi le fameux Grudu, hein, le garde du corps occasionnel d'Arthur. Ce que je vois, c'est que s'il y a un scorpion qui se pointe, je lui dérouille sa mère. Qui est effectivement à cheval sur les ordres donnés. Attendez, je vous préviens, je bouge pas, moi. En plus, ça va vite, les scorpions. Et qui est beaucoup trop présent dans la bulle d'Arthur. Ouais, sauf qu'il faut pas éteindre. Moi, j'ai besoin de la visibilité, au cas où il y a une petite salope de scorpion qui se pointe. Falbo qui exécute un ordre à 135%, ainsi que, Grudu qui exécute quelqu'un à 135%. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? T'en veux un mercenaire? You have it. Dans les deux univers, on a des monstres, des créatures, ainsi que du paranormal. Et ça, j'adore. La liste serait longue à faire. Cependant, nous avons dans les deux cas des fantômes. Premièrement, avec Dans une galaxie près de chez vous et le capitaine Romano Fafard qui vient leur rendre visite. Je suis le capitaine Romano Fafard. Quoi? Mais ça se peut pas. Vous êtes mort il y a 3 ans. Je porte bien ça, non? Mais aussi dans le deuxième film où le Romano Fafard, eh bien, il se ramasse dans les limbes. Et oui. Ça vient de nous chercher. Tirez-les, tirez-les. Ils sont déjà morts. Tuez-les l'autre coup. Et dans Camelot, nous avons certes Lankou, le récolteur d'âmes. Ça s'est bien passé le dessert? Ça c'est bien, j'en sais rien, parce que j'étais pas là. Mais aussi la possession d'Hiverne. Ah, ça y est, il arrive le pipi. Par Pendragon. Et nous avons, oui, le roi Ban à la fin du premier volet. Et pour ce qui est des monstres, eh bien, les deux séries nous ont gâtés. Se sont gâtés. Ils se gâtent. Gâtons-nous. Allez crever! Alors que Dans une galaxie près de chez vous va souvent se diriger vers des costumes, du CGI qui pique les yeux, mais qui est totalement compréhensible via le budget qu'ils avaient pour une production pour ados dans les années 90. Du côté de Camelot, eh bien, ils vont nous laisser nous imaginer les monstres avec la fameuse technique du hors-champ. Eh bien, ça, tout le monde l'accepte. Il n'y a pas de problème. Or, donc, nous avons des dragons. Il nous a chié dessus. Des monstres, des gobelins. On y va! Pour Camelot, pour ne nommer que ceux-là de la série, car dans les BD, ça pullule aussi en monstres. Pour Dans une galaxie près de chez vous, eh bien, nous avons la créature congelée de la saison 1, la souris monstre de la saison 3, Jacqueline, l'enfant de Brad, ou bien le monstre plante vaincu par Brad, hein? Nous avons aussi le mime, oui, c'est une sorte de monstre. Et, bien entendu, les frères Clôture, Jim et Jules. Tu vas immédiatement repartir le processus de dissolution du vaisseau. Arrête de me lever dans la face, tu vas me dépeigner les sourcils. Or, donc, les deux séries se gâtent avec des apparitions fantomatiques ainsi que des apparitions de monstres, parfois faisant référence à d'autres œuvres et parfois non, du tout, faisant juste référence à leur propre diégèse. Et dois-je vraiment souligner le fait que les deux séries n'avaient vraiment pas les budgets alloués pour arriver à leur fin et que les astuces visuelles, efficaces et courageuses, ont finalement absolument rebuté personne au final. Donc, on lève notre chapeau. Chapeau. Et je pourrais vraiment continuer encore longtemps de vous donner plein d'exemples comme... Et je pourrais rajouter plein de choses, comme le lien entre les fameuses citations tout croche du capitaine. C'est le grand Jules César qui a dit devant les armées ottomanes. Let's go, les gars, pas de temps à perdre. Ouais, bon. Avec les incroyables phrases en latin qui ne veulent strictement rien dire du seigneur Lot. Rétro peccat Rex Domini. Ça n'a aucun sens, mais bon, il y a rétro, il y a peccat. On peut vaguement faire quelque chose. Et je dois vous avouer que j'ai excessivement de la difficulté à arrêter cette putain de vidéo immédiatement. Parce que je pourrais aussi parler du fait que le château de la série n'est clairement pas le même château que le film, autant en dedans qu'en dehors, tout comme le Romano Fafard qui changera 3 fois d'intérieur, un classique de la série et 2 différents pour les films. Il y a encore beaucoup de choses qui relient les deux séries, comme ceci. Ou bien que, comme dans l'épisode Capitaine d'un jour de Dans une galaxie, les participants aux épreuves doivent trouver le Graal pour atteindre le prochain échelon.
Et là, je vais m'arrêter là pour vrai parce que là, je crois qu'on commence à comprendre que c'est assez insane tout ce qui relie ces deux séries ici. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, cette vidéo est faite pour être partagée. Cette vidéo est faite pour être partagée. Je veux que M. Alexandre Astier le voie. Je veux que M. Claude Legault et M. Pierre-Yves Bernard le voient. S'il vous plaît, ces trois-là, il faudrait que ça se parle. C'est... Oh, hein? Un océan. Un océan, c'est rien un océan, c'est un appel. Appelez-vous. Compagnie de production. Mettez-les les trois en communication. Et oui, membres de la communauté du salon Amis Doggies et Amis Pécor, tout comme moi, c'est malheureusement déjà tout pour cet épisode assez pointu, hein, et j'ose espérer que tout ceci vous a plu et que ça vous a permis de découvrir une série que vous ne connaissiez pas à travers une série que vous connaissez bien. Il va sans dire que ce genre de contenu, mes amis, devrait être apprécié à sa juste valeur. Or donc, si vous avez aimé, eh bien oui, mettez le petit pouce en l'air. Ça m'aide énormément. Vous pouvez partager cette vidéo à vos amis fans de Kaamelott ou vos amis fans de Dans une galaxie près de chez vous. Et il va sans dire que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et tant qu'à ça, eh bien, clochetez cette fameuse clochette qui ne sert très souvent strictement à rien. Mais d'un coup que, bon, elle débug un moment donné, eh bien, tout le monde saura lorsqu'une nouvelle vidéo sortira sur cette fameuse chaîne. Pour les plus curieux, oui, vous pouvez venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que j'ai un tout petit Patreon. Et si le cœur vous en dit, et si votre esprit altruisme est présent aujourd'hui, eh bien partagez cette vidéo, soit à vos amis fans de Kaamelott ou à vos amis fans de Dans une galaxie près de chez vous, afin qu'ils puissent découvrir les liens tangibles qui existent entre ces deux séries francophones incroyable. Je dois vous dire que je suis vraiment content d'avoir enfin pu vous présenter cette vidéo. Depuis le temps que j'en parle sur la chaîne, ça doit faire 1 an et demi. Or donc, enfin, hein, cette case est cochée dans ma tête. Je peux passer à autre chose. Et Dieu, je sais que j'ai beaucoup de projets pour cette chaîne. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, afin de pouvoir éventuellement conquérir le monde, avoir 7 755 855 327 abonnés. Dépasser Squeezie, voilà le but. Sur ce, mes amis, je vous dis merci pour votre visionnement. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Au moment où est-ce que j'enregistre, on est à l'aube des 4000. Donc peut-être que au moment où est-ce que cette vidéo est sortie, les 4000 sont pétés. Du moins, j'aimerais bien. Non! Bref. Je vous dis merci, je vous dis à la prochaine, et je vous dis, n'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Entre monsieur cette fermée, ça va être chiant. Cependant, ça au prochain chapitre, asti, ça c'est une grappe. Il ne semble pas trop avoir de marquage séquelles. Exemplaire envers là. Et il démontrant parfois des crises de caractère. Non, ce sont ceux et celles. Valence et Guenièvre. Et pardon. Référence cinématographique. Le lien est bien. Et peu importe ce que vous essayez d'essayer. Je parle ici de Leaper. Deux hommes d'action. Deux hommes. Très important dans les deux séries. C'est magique que autant d'autant.